Bien, chers amis, on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être là pour ce troisième jour de Secours Expo. On est très heureux de vous accueillir, évidemment. Bon, ça termine ce soir, donc on va essayer d'en profiter un maximum. On a de super conférences aujourd'hui. Et ce matin, justement, on va parler d'un thème qu'on a intitulé « Secours, soins d'urgence et prévention, une filière aux multiples débouchés ». Alors, c'est vrai qu'il ne vous a pas échappé que depuis les attentats, eh bien, il y a eu un boom des demandes de formation aux gestes qui sauvent, parfois suivi d'effets ou non d'ailleurs. Mais en tout cas, les projecteurs se sont braqués sur vos compétences, sur vos savoir-faire, sur vos métiers. Et dans le même temps, eh bien, on va se demander si ce sont des secteurs porteurs. Si on peut trouver un emploi pour tous ceux qui voudraient en faire leur métier. Et je vois, selon les âges d'ailleurs du public, il y en a qui veulent en faire leur métier. Donc on a toute notre importance aujourd'hui. Alors est-ce que ça embauche? Si oui, quel type de profil et pour quelles activités? Et on va voir aussi quels seront les métiers de demain dans tous ces secteurs, parce qu'il y a peut-être des métiers qui n'ont pas encore été inventés ou qui se développent à peine et qui seront de grands secteurs porteurs d'ici 10 ans. Donc on le verra. Et avec nous, eh bien, nos invités, Sophie Giraudy. Pour commencer, je pars de gauche à droite. Sophie Giraudy, responsable du programme SST à l'Institut national de recherche et de sécurité. À ses côtés, Christian Vax, conseiller auprès du Conseil national de la protection civile sur les questions de secourisme et de soutien aux populations. À ses côtés encore, Thierry Le Gouen, cadre formateur à l'Institut de formation en soins infirmiers Saint-Joseph de Paris, c'est l'IFSI Saint-Joseph. Et Philippe Testa, pour conclure, responsable du département secourisme de la Croix-Rouge française. Alors, ma première question sera volontairement très large, puis on va resserrer au fil de la conférence. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les univers de l'urgence, du secours, de la prévention sont des secteurs porteurs d'emploi? Et si oui, pourquoi? Allez-y, celui qui se sent de répondre à cette première question. Bonjour. Alors moi, je vais vous répondre sur un champ particulier de la thématique d'aujourd'hui. L'INRS est un institut national qui est rattaché donc, au réseau prévention, à l'assurance maladie risques professionnels et qui œuvre à la prévention des risques professionnels. Pour répondre à votre question, Loïc, il faut revenir un petit peu sur ce que c'est que la prévention des risques, si je peux prendre un petit moment là-dessus. La prévention des risques, donc, c'est dans l'entreprise. Et je n'aborderai pas la prévention du domicile, mais bien dans l'entreprise. C'est quoi? C'est ce qui vise à faire diminuer les accidents du travail et maladies professionnelles. Il faut savoir aujourd'hui que c'est quelque chose qui est assez marquant, terrible dans les chiffres. Le constat est assez alarmant en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Il y a entre 45 et 48 millions de journées par an perdues dans les entreprises suite à accidents du travail ou maladies professionnelles. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Donc il y a des enjeux derrière qui sont terribles, et pas seulement économiques, évidemment, on comprend, mais des enjeux humains aussi. Ce sont des hommes derrière, des hommes et des femmes qui souffrent. Et puis des enjeux, on en parlera peut-être après, sociétaux. La prévention, donc, c'est quelque chose sur lequel on a constaté sur les 60 dernières années, le constat, là encore, est pas très beau, une baisse, malgré tout ce qu'on essaie de mettre en place, relativement faible. Je cite juste pour mémoire, en 2015, on est même remonté en termes de taux d'accident du travail après plusieurs années de diminution. Donc il a fallu à un moment donné voir et changer et faire évoluer ce qu'on entendait par prévention des risques, puisque les résultats n'étaient pas là. Donc la réponse va clairement être oui, il y a quelque chose à faire, et on est allé dans ce sens-là depuis ces 10, 15 dernières années, et les choses s'accélèrent. La prévention, elle a évolué dans les pratiques, elle a évolué dans la réglementation, et aujourd'hui, se sont succédés des modifications, des règles du jeu dans les entreprises qui font que c'est aujourd'hui un sujet qui est de plus en plus prégnant. Je donne 2-3 dates clés. Je vais parler du Code du travail. C'est là-dedans qu'on a trouvé les premières injonctions ou les premières obligations, notamment pour l'employeur, d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. C'est quelque chose qui est aujourd'hui où on a légiféré, et c'est relativement récent, je dirais même que c'est tout jeune, c'est 91, introduction dans le Code du travail ce qu'on appelle les principes généraux de prévention, et de la responsabilité de l'employeur
d'assurer cette santé et sécurité et de faire en sorte que ces accidents du travail diminuent. La responsabilité de la personne est présente également, mais c'est avant tout une responsabilité de l'employeur avec les services de santé au travail. Donc 91, c'est le début avec l'évaluation des risques, l'obligation d'aller... Voilà. Ensuite, on a avancé. 2001, l'obligation du document unique. Je ne sais pas si des gens dans la salle connaissent. Le document unique, c'est l'obligation pour toute entreprise, y compris la toute petite, d'évaluer ses risques. Et de mettre en face de ces risques que courent chaque jour, au quotidien, les salariés, des mesures de prévention. Qu'est-ce qu'on fait pour que derrière ce risque, il n'y ait pas d'accident? Donc c'est là encore relativement récent, c'est 2001. Et dans le début des années 2000, il y a quand même un phénomène et un événement assez particulier qui a fait décoller les métiers de la prévention dont on va parler. C'est l'affaire amiante dont vous avez entendu parler. Donc on est dans les débuts des années 2000, l'amiante sort. Et qu'est-ce qui se passe dans la prévention? Dans la prévention, on est de plus en plus pointu au niveau de l'évaluation et de la recherche. Le risque dans l'entreprise vient d'un travail et la détection et la nouvelle réglementation est issue d'un gros travail de recherche. Au niveau de l'INRS, on a 300 personnes, 300 chercheurs. Alors si on parle de métier, en voilà déjà un. 300 chercheurs qui travaillent tous les jours sur ces risques et sur ce que ça fait encourir aux salariés. Et l'évolution de la recherche fait qu'aujourd'hui, on est encore plus pointu. Dans l'amiante, on a découvert quelque chose de nouveau, c'est les nanomatériaux et les particules fines. On croyait que le problème de l'amiante était réglé, et en fait, en faisant avancer la recherche et en découvrant de nouvelles choses, on s'est aperçu que finalement, il y avait d'autres dangers, d'autres risques. Donc les choses ont évolué, on est dans les années 2000, on peut parler de 2006-2007, la vague de suicides chez France Télécom, tout le monde en a entendu parler aussi, apparition d'un nouveau risque, les RPS, risques psychosociaux. Qu'est-ce qu'on fait? Là encore, la recherche nous a permis d'avancer. Et on a continué, du coup, à légiférer dans l'entreprise pour que les choses évoluent. Et on a avancé jusqu'à instaurer, en 2012, je vais faire un grand bond, je ne vais pas passer par toutes les étapes, une réforme des services de santé au travail et d'obliger l'employeur à désigner dans l'entreprise, et là on commence à rentrer sur du métier ou de l'activité, à désigner un salarié compétent. C'est ce qu'on appelle le salarié désigné compétent en santé et sécurité. Dans l'entreprise, je dois avoir quelqu'un, ou plusieurs personnes, qui peuvent se poser des questions sur cette thématique de la prévention. Alors on avance. Oui, non, on va pouvoir revenir sur tous les métiers de la prévention un petit peu plus tard. Je vais donner la parole aux autres, mais notamment sur le pompier SST dont on a parlé, qui est un nouveau métier qui se développe bien. Tout à fait. Et on va y revenir dans quelques instants, si vous le voulez bien. Bien sûr. Après, chers amis, donc je reviens à ma question initiale. Donc, en quoi aujourd'hui, pour vous, du coup, l'urgence et le secours sont des secteurs porteurs d'emploi, et dans quel métier? Oui, alors un autre éclairage peut-être pour introduire le sujet. Je suis entré à la protection civile en 80, j'ai effectué pas mal de mandats et dans pas mal de postes, et formation, poste de secours, dispositifs d'urgence, etc. Et la question qui revient systématiquement depuis cette époque-là, c'est comment valoriser le bénévolat de secourisme, des secouristes, de l'ensemble des associations agréées. Au début, mais c'était l'époque de ce qu'on a appelé plus ou moins les 30 glorieuses, on disait, eh bien, il suffit de sourire, donner une poignée de main, un petit coup à boire, et le problème est réglé. Le monde a changé, on sait ce qu'il en est sur la difficulté de s'insérer dans le monde du travail, et les secouristes, et ils ont raison, bénévoles, attendent plus de leurs associations, attendent plus des pouvoirs publics, ils attendent éventuellement une valorisation de leur bénévolat dans leur curriculum vitae, par notamment des diplômes ou des attestations qu'ils pourraient faire valoir auprès d'employeurs.
Et on voit bien que ce soit les entreprises, on vient d'en parler, mais que ce soit aussi les collectivités locales qui doivent construire des plans communaux de sauvegarde, qui doivent mettre en œuvre certaines fois des cellules d'accueil des impliqués, eh bien, les collectivités locales, les entreprises ont besoin de professionnels. Il y a donc tout un marché, je dirais, qui s'ouvre pour les bénévoles de sécurité civile dans les entreprises ou dans les collectivités locales. Et c'est un travail que l'on peut faire et qui est une valorisation vraiment des acquis, de leur expérience. Voilà, je vous dis ça simplement pour introduire le propos qui sera mis après. De toute façon, on va y revenir et passer la parole à mes collègues. Après, voilà, on va continuer notre petit tour de table. Vous avez un micro sur votre table, hein, voilà. Thierry Le Guen, donc de l'IFSI Saint-Joseph, quel est votre regard là-dessus ? Alors, moi, ça va être donc au niveau, je vais dire plutôt professionnel, puisque je viens du milieu hospitalier, j'enseigne, je forme des gens qui vont travailler dans le milieu hospitalier, donc c'est vrai que c'est plus dans le milieu sanitaire et social. Mais on a vu sur les 20-25 dernières années les services d'urgence se développer énormément. On parle de la surcharge constante des urgences, donc ils se sont développés au niveau du personnel qu'ils emploient. On a vu aussi, là, depuis, avec l'actualité récente, ça fait une quinzaine d'années à peu près que la formation continue du personnel hospitalier est devenue obligatoire sur les gestes d'urgence pour tout le personnel, que ce soit la personne qui vous accueille à l'entrée de l'hôpital, la secrétaire ou les professionnels de santé, infirmiers, jusqu'aux médecins, chefs de service. Donc la formation pour eux est obligatoire depuis 15 ans et ça se développe de plus en plus et ça crée aussi des emplois au niveau sanitaire, au niveau des formateurs. Allez-y. Bon, on a déjà des choses positives dans la prévention comme dans l'urgence. Déjà, il y a des métiers et a priori ça embauche. Voilà déjà un bon premier point à avoir en tête. Allez-y. Et alors pour la Croix-Rouge française, on a cette particularité en tant qu'association d'être polyvalent et en plus des équipes de secours dont nous disposons et nous formons nos équipiers de la même façon que la protection civile, c'est exactement les mêmes diplômes. En tous les cas, évidemment, sur le champ de la sécurité civile, de façon générale, les métiers vont s'ouvrir dans les années qui viennent, simplement parce que l'arsenal réglementaire, l'arsenal de prévention, l'arsenal d'organisation autour de la réduction des risques fait qu'on va avoir besoin de nouvelles compétences. Donc ça, c'est vrai, il y a des bacs pro qui sont en train de naître. Et particulièrement, nous aussi, on a cette partie de formation sur les professionnels de santé, puisqu'on dispose de 72 établissements de formation, et on reçoit environ 20 000 personnes qui sont formées chaque année dans les métiers de la santé. Donc ce transfert en tous les cas, non pas d'activité, mais d'évolution d'activité, il est notable simplement parce qu'effectivement, comme l'a dit Thierry Le Guen, il y a une augmentation au niveau des nécessités de ressources à mettre à disposition de la population sur un certain nombre de services, en particulier les urgences ou les services de réanimation. Ensuite, il y a cet avènement des nouveaux bacs pro de l'éducation nationale qui permettent d'avoir, que ce soit les bacs d'assistance à la personne ou les bacs de sécurité, ils sont en train les bacs pro qui sont en train de vraiment prendre forme et vie. C'est mis en place dans tous les établissements aujourd'hui ou ça commence à peine ? Non, pas du tout. Enfin, j'ai pas le chiffre parce que je suis pas l'éducation nationale, mais c'est juste que c'est en cours de développement. On a rencontré d'ailleurs ici même des lycéens de bac pro sécurité hier, et les bacs concernant les services à la personne sont en train de se développer aussi dans des lycées professionnels un peu partout. Donc on voit bien qu'il y a une poussée vers ces métiers-là. Ensuite, je pense que l'étape d'après, peut-être en France, mais ça, l'avenir nous le dira, c'est peut-être aussi la transformation de la réponse secours, et peut-être je le pense, peut-être l'avènement de systèmes un peu paramédicaux, comme il en existe déjà un peu chez les pompiers, avec les VLI. Enfin, en tous les cas, il y a des choses qui sont en train d'être faites, c'est plus que de l'expérimentation maintenant, puisque ça fait quand même pas mal d'années que c'est en cours. Et il est possible aussi que dans la partie plus généralement réponse secours civil,
y compris sur la partie paramédicalisée, on puisse avoir un développement de ce côté-là. Enfin, je ne voudrais pas présager des choses, mais je sens qu'il y a une réelle poussée sur ces métiers-là, sur ces carrières, que ce soit sur la prévention, sur la réponse secouriste ou sur la réponse même un peu plus outillée, paramédicale ou peut-être médicalisée, mais enfin elle existe déjà en France. En tous les cas, on sent qu'il y a une tendance qui est en train de plus que s'amorcer sur ce sujet. Alors, gardez le micro parce que j'ai une question qui va résonner avec votre histoire, puisque vous étiez bénévole à la base et puis vous avez fait votre métier. Donc, pour les gens qui sont ici, vous êtes peut-être un exemple. Est-ce qu'il faut commencer par être secouriste bénévole pour pouvoir entrer dans ces métiers-là? Est-ce que c'est la base? Non, pas forcément. Je pense que là, c'est peut-être un parcours un peu particulier, mais effectivement, en tous les cas, ça peut donner envie. Après, il peut y avoir beaucoup d'appelés et peu d'élus, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup, c'est une niche. Hein. Les postes qu'on occupe sont pas vraiment, enfin, en tous les cas, sont pas disponibles de façon exponentielle aujourd'hui. Par contre, ces métiers dont je viens de parler, je pense que là, pour le coup, pour ceux qui seraient intéressés, en plus, c'est des métiers qui vont, on est sur un continuum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se former tout au long de la vie. Mais je pense que ces métiers couvrent toute la palette des niveaux 5 au niveau 2 actuellement. Enfin, en tous les cas, on peut aller jusqu'à des masters. Donc, il y a cette possibilité de pouvoir, si on veut faire, que ce soit de la prévention ou du secours, ou enfin, en tous les cas, chacun peut trouver chaussure à son pied dans ce domaine-là aujourd'hui, soit par des métiers classiques comme infirmier, ou médecin, ou aide-soignant, ou ambulancier. On parle souvent peu des ambulanciers, mais il y a quand même une grosse composante ambulancière qui est réelle et qui fait partie du maillon de la chaîne des secours. Donc voilà, et les régulateurs d'appel, les ARM dans les SAMU. Donc c'est vraiment des métiers, et je sais que ce sont des métiers qui sont en tension, c'est-à-dire que clairement, il y a vraiment de l'emploi, même déjà aujourd'hui, dans ces métiers qui sont existants et pour lesquels souvent les administrations ont peine à trouver des candidats. Donc clairement, ce sont réellement des métiers qui déjà sont en tension et qui risquent de se développer de plus en plus. Donc je pense que pour le coup, il y a vraiment un sujet. Christian Vax, est-ce qu'on peut se reconvertir à tout âge pour rentrer dans les métiers de l'urgence, du secourisme? Parce qu'il y a beaucoup de secouristes bénévoles qui ont un certain âge, qui ont peut-être 40 ans, 45 ans, qui se disent « Tiens, j'en ai un peu marre d'être seulement bénévole, je voudrais vraiment changer de voie ». Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si c'est possible, parce que ça dépend d'abord de l'enthousiasme de chacun et de sa disponibilité à se remettre en question, bien entendu. Hein. Mais je vois bien l'intérêt de la question et de me relancer sur ce sujet-là. Le CNPC, le Conseil national de la protection civile, est une association qui est d'utilité publique, qui est présidée par Madame Merly qui est la présidente de ce salon cette année, et qui regroupe notamment l'ensemble des associations agréées de sécurité civile. Donc la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, la FNPC, l'Ordre de Malte, la 2F2S, et également, en plus, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. C'est vous dire que c'est une structure qui a quand même un intérêt important pour réunir l'ensemble des associations agréées. Ce CNPC a monté ce qu'on appelle une plateforme contributive, et dans ses objectifs, il y a reconnaître, valoriser et soutenir l'engagement bénévole de sécurité civile. Et dans cet objectif-là, il y a la création ou le montage de diplômes universitaires ou d'attestations universitaires, on n'est encore pas tout à fait très calé là-dessus, si vous voulez, qui s'appellerait, on va dire diplôme universitaire, de gestion de crise. Alors, de quoi s'agit-il? On prend des secouristes, donc des secouristes, pas des PSC1, donc secouristes PSE1, PSE2. On rajoute ce que vous connaissez comme étant le chef d'équipe ou le chef de poste. On a créé le contenu de cette formation tous ensemble, les 6 associations, en 2 heures de temps. C'est de vous dire qu'on est d'accord sur les thèmes à employer dans cette formation que nous avons appelée coordinateur secouriste de sécurité civile. Donc vous avez 70 heures de formation PSE1, PSE2, à peu près autant coordinateur gestion de crise. Ça, ce sont les acquis. C'est
on en entend obtenir la validation de ces acquis. Et vous ajoutez à cela 3 ou 4 modules théoriques en présentiel dans des universités. Alors, le thème de ces modules, ça peut être de la méthodologie, de la communication, une explication de ce que sont les risques sanitaires, de la logistique, de la topographie, de la transmission, du juridique. On peut choisir 3 ou 4 modules de ce type-là et on aboutit à la délivrance d'un diplôme universitaire, je mets ce mot entre guillemets parce que, encore une fois, le terme n'est pas encore parfaitement défini, si vous voulez, pour la personne qui a validé son expérience et qui a suivi donc ces 4 modules, si vous voulez. Donc, c'est une opération qui est gagnante parce que, à la fin, au terme de tout cela, le secouriste bénévole de sécurité civile va pouvoir mettre sur son curriculum vitae une ligne, je suis titulaire de ce diplôme, et par conséquent, je peux, dans une collectivité locale, dans une entreprise, éventuellement amener mon expérience de la gestion de crise ou de la gestion du risque, tout simplement. Hein, voilà. Il y a un retour gagnant-gagnant parce que les universités qui forment des personnes à cette gestion de crise n'ont pas nécessairement la possibilité de mettre leurs auditeurs sur le terrain, de faire de la pratique. Et il serait possible que les associations de sécurité civile emploient ou invitent les auditeurs non secouristes à participer à leurs manœuvres, à leur poste de secours, à leur formation. Donc vous voyez, il y a vraiment une démarche gagnant-gagnant entre l'université et les associations agréées de sécurité civile. Et j'irai plus loin, c'est une façon de créer cette espèce de réseau qui amène à la formation et aussi à la résilience de la population, puisqu'on investit, les associations agréées investissent le monde de l'enseignement et le monde de l'enseignement investit les associations et donc créer vraiment du réseau à ce niveau-là. Donc je crois qu'il y a là tout un travail à réaliser, bien entendu. Le travail n'est pas mûr, mais on est en train de... Ça chauffe bien, si j'ose dire. Bon, eh ben, c'est sur la bonne voie. On va juste une question pour vous, Thierry Le Guen, et ensuite tu viendras sur le volet prévention. À l'IFSI Saint-Joseph, si je suis secouriste bénévole, vous m'accueillez à bras ouverts? C'est un plus. Je ne sais pas si ça vous accueille, bras ouverts, c'est un plus. Il y a des conditions. Nous, on va avoir des conditions. Enfin, c'est des professions réglementées, donc il y a des conditions pour être admis. Si vous dirigez vers une formation d'aide-soignant, il faut un niveau 3e. Toutes les autres formations dont on a parlé tout à l'heure, infirmière, régulateur d'appel, ambulancier, il va falloir avoir le baccalauréat. Donc ça, c'est un prérequis qui vous conditionne. Après, vous avez, quelles que soient ces formations, il y a un concours écrit, qui est une première épreuve, et qui se différencie un petit peu selon les filières. Et il y a des tests, en général, il y a des tests psychotechniques et puis un petit peu de français. Et après, il y a un oral. C'est là où votre expérience est un plus, parce que vous apportez, vous montrez pourquoi, vous montrez votre... ça montre aussi votre motivation à votre métier, à s'inscrire dans ce métier. Et en général, vous savez argumenter quelles sont vos réelles motivations. Parce qu'en fait, l'oral d'entretien, c'est surtout ça, de voir les réelles motivations. Et je vais rebondir sur votre question d'avant, sur s'il y a des limites. La limite d'âge est très grande, puisqu'elle est à 55 ans. Et alors, il faut avoir plus de 17 ans. Hein, donc, il faut avoir 18 ans au cours de la première année de formation, quelles que soient les formations. Et la limite d'âge d'inscription est de 55 ans. Donc, on a quand même un brassage très large et on a des promotions qui sont très variées. Bon, et donc on est d'accord que quand vous voyez secouriste bénévole sur un CV, ça vous appâte un petit peu, au moins. Non, pour dire aux gens qui sont là, qui sont bénévoles, que leur savoir-faire est important et qu'il est reconnu par des professionnels. J'ai envie de dire, ça ne fait pas tout, mais c'est un plus. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes secouriste bénévole que vous serez pris. Il faut arriver à montrer sa motivation. Mais c'est un plus parce qu'en général, quand vous êtes secouriste bénévole, vous avez une connaissance du métier, vous savez donc pourquoi vous voulez vous diriger sur ce métier-là, et donc vous avez moyen d'argumenter. Donc oui, c'est Et puis pour être bénévole, il faut avoir une vraie motivation déjà de base et un réel engagement. Donc, voilà, tout à fait.
On va venir sur les métiers de la prévention et ce qui est drôle à dire, c'est métier, parce qu'en fait, un SST à la base, c'est un salarié de l'entreprise qui fait ça en plus de son métier normal. Mais maintenant, le SST devient un véritable métier au sens strict du terme. Effectivement, on est sur deux types de profils, soit en matière de prévention des risques, il s'agit d'un métier à part entière, et là il y en a effectivement, comme on vient de l'évoquer, il y a une filière universitaire avec aujourd'hui, du fait de toutes ces obligations, de cette prise de conscience de l'entreprise, de l'intérêt de la qualité de vie au travail, c'est des termes nouveaux qu'on entend. Les diplômes universitaires existent, donc des DU en prévention des risques, en santé au travail, des DU d'ergonome. Ça, effectivement, là, on parle réellement de métier puisqu'on a des diplômes. Ça, ce sont des choses qui existent depuis. On y arrive à Bac plus 3 Oui, Bac plus 2? oui, alors effectivement, cette filière-là, on a des DU qui sont dispensés en 1 an, hein, donc les formes sont un peu particulières avec une base licence. Voilà, donc là, on est sur des vrais métiers. On a une filière aussi professionnelle avec des CQP, certificats de qualification professionnelle, notamment développés par l'industrie, la métallurgie, hein, d'animateurs prévention. Ça, c'est de la formation courte qui est ouverte, où les prérequis sont à un niveau largement en dessous, hein, ou même sans le bac, on rentre sur ces formations-là. Et puis après, au-delà des métiers, on est effectivement sur des activités qui se professionnalisent. Donc on est déjà dans l'entreprise avec un métier à part entière, et puis on va suivre des formations complémentaires et souvent donc de la formation professionnelle continue, et on parlait de la formation tout au long de la vie, et là pour le coup il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas de point de départ non plus, on peut être jeune, moins jeune, et le fait d'avoir une expérience dans l'entreprise est là très très largement un atout, et on va se former en formation professionnelle continue pour acquérir de nouvelles notions et répondre dans l'entreprise à ce besoin de prévention des risques. Donc le SST en est un exemple. Dans sa formation, il a 2 volets, 2 compétences. Il porte secours en cas d'accident dans l'entreprise, mais il est aussi acteur de la prévention. Et cette partie-là tente à prendre de l'ampleur avec les besoins qui sont là de plus en plus évidents, et cette prise de conscience et le fait qu'on ait ramené l'homme au centre du travail, du dialogue social dans l'entreprise. Il y a eu un grand changement. Avant, on adaptait l'homme au travail. C'était à lui de se mettre... voilà. Et aujourd'hui, dans les principes de prévention des risques, c'est adapter le travail à l'homme. Et donc, avec toute cette historique et cette prise de conscience, le SST, sa casquette acteur prévention, elle commence à prendre du sens. Et puis, il y en a d'autres, effectivement. Derrière la formation SST, il y a des formations d'animateurs prévention qui sont des activités qu'on vient rajouter à un métier existant dans l'entreprise, et où très rapidement, on peut prendre dans l'entreprise une dimension, pour le coup, qui vient être valorisée. On a sur des préventeurs dans les entreprises qui sont, alors bien évidemment, ingénieurs, mais contremaîtres, ouvriers spécialisés, qui sont montés avec de la formation professionnelle continue sur ces missions-là, de contribuer, parce qu'il y a cette obligation-là, et parce que c'est important, parce que derrière, il y a des enjeux, à la prévention des risques. Donc le SST, aujourd'hui, oui, effectivement, il se professionnalise sur cette partie-là, et on va dans ce sens-là, oui. Philippe Testa, je voudrais savoir si vous avez beaucoup de bénévoles, comme ça, au quotidien, qui viennent vous solliciter pour faire du secourisme et de l'urgence leur métier. Est-ce que vous voyez comme ça un boom ou pas? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Actuellement, on n'a pas grand-chose à leur proposer, à part peut-être passer des concours pour entrer dans des écoles de santé ou tout métier qui puisse avoir un lien avec. Parce que le secouriste professionnel, aujourd'hui en France, n'existe pas vraiment, en fait. Alors, il y a peut-être des associations qui proposent des prestations, mais enfin, en tous les cas, il n'y a rien de normé dessus, donc on ne devrait pas pouvoir les orienter. Par contre, on peut très bien leur proposer, justement, le catalogue de formation que propose la Croix-Rouge, et dedans, lorsqu'ils ont un choix à faire ou s'ils ont un problème d'orientation, peut-être les aider à faire des choix. Maintenant, je ne pense pas que ce soit généralisé, on n'a pas de politique particulière tournée vers cela. En tous les cas, on est en mesure de proposer un certain nombre de formations. Ça, c'est plus qu'évident, mais voilà, je pense que la question, c'est effectivement comment vous les accompagnez, comment vous accompagnez leur désir de se former et d'en faire un métier. On n'est pas non plus pour les coacher complètement, c'est-à-dire qu'on propose des activités qui sont, elles, particulièrement normées. Après, ça reste du gré à gré en termes de relations interpersonnelles. Si
en tous les cas, si des bénévoles viennent se renseigner, moi je sais que j'en ai reçu un certain nombre. En tous les cas, on n'a pas cette fonction d'orientation particulière, c'est pas notre métier, mais on peut leur proposer justement de prendre rendez-vous ou prendre conseil ou attache auprès d'un de nos instituts de formation, ça c'est clair. Après, on n'a pas. C'est vrai que peut-être que c'est quelque chose qui manque, je ne sais pas, mais en tous les cas, on n'a pas cette fonction-là aujourd'hui, D'accord. particulièrement. Question pour Christian Vax. Quelle qualité il faut, selon vous, pour passer de secouriste bénévole à secouriste professionnel? Parce que, mine de rien, ce n'est pas le même engagement. Et peut-être qu'il faut casser quelques idées reçues sur la différence entre le faire comme ça pour aider et en faire son métier. Ou pas, hein. Oui, la question est ouverte. Hein. Un élément complémentaire par rapport à ce que vient de dire notre ami Testa, c'est que lorsque nous avons proposé une première mouture du DU dont je parlais, ce qui a bloqué, c'est bien le coût. Hein, il est évident que si on veut promouvoir le bénévolat et si on veut récompenser le bénévolat, il faut que ce soit éventuellement les associations, que ce soit la formation permanente qui mettent la main à la poche. Et bien là, il y a un blocage qui se produit au niveau du coût, et c'est la raison pour laquelle nous cherchons des partenariats entre les universités et nous-mêmes et les associations agréées, de façon à diminuer les coûts. Moi, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Ce qui pousse un secouriste bénévole à vouloir entrer dans une filière de type professionnel, d'abord, c'est évidemment l'intérêt qu'il a pour la matière, mais c'est aussi la pression sociale, quoi, littéralement. Lorsqu'on regarde un petit peu comment fonctionne le bénévolat dans nos associations, je parle sous le contrôle du collègue Testa, justement, on a un turnover de plus en plus rapide de nos jeunes secouristes, de nos secouristes. Pourquoi ? Bien parce que tout simplement, il y a la pression scolaire, la pression des études, la pression du travail, d'aller chercher du travail. Et donc, par conséquent, le travail qui est rare aujourd'hui est une préoccupation de premier plan par rapport au bénévolat qui, quel que soit l'enthousiasme, devient une préoccupation de second plan. De ce fait, ce qui pousse le bénévole de sécurité civile à vouloir se professionnaliser, je crois que c'est essentiellement quand même sûrement l'intérêt qu'il a pour la matière, mais aussi, bien entendu, l'intérêt qu'il peut avoir de valoriser son expérience dans une filière professionnelle, quoi. Mais du coup, quelle qualité il faut avoir ? Mais ils ont toutes les qualités requises. Ils sont formés, ils sont bénévoles, ils sont jeunes, ils sont généreux, ils ont toutes les qualités requises. Après, ils font un certain nombre de compétences, naturellement. On a parlé du PAC dans certains cas. Il faut savoir que le monde professionnel du secours, du soin, n'est pas le monde du bénévolat, parce que c'est normé, parce qu'il y a des horaires, parce que c'est pas de gré à gré, mais qu'il y a forcément une responsabilité, enfin une chaîne de responsabilité qui s'exerce. Voilà, il faut être capable de s'intégrer dans la chaîne. Une des difficultés qu'on a dans le monde du secourisme bénévole, c'est justement d'intégrer nos secouristes dans la chaîne. Quelquefois, on dit il faut qu'on agisse quand on est bénévole comme des professionnels. C'est bien ce pas qui est à franchir entre le bénévole de sécurité civile et le professionnel de soins. Mais en tout cas, je suis sûr qu'ils ont tous toutes les qualités pour le faire. Thierry Le Guen, justement, en parlant de qualité, quelle qualité il faut avoir pour entrer à l'IFSI Saint-Joseph et pour être infirmier en règle générale? Est-ce que c'est les mêmes qualités? Ouais, sûrement, oui. Une certaine rigueur, ça c'est sûr. Alors pendant les études, il faut être travailleur parce que maintenant les études d'infirmier sont devenues très difficiles. C'était pas le cas avant, ce que vous dites sont devenus? Non, depuis que ça fait 9 ans maintenant qu'elles sont universitarisées et alors vous aurez ceux qui vous diront ceux qui sortent de l'IFSI sont moins bien formés qu'avant, ceux qui vous diront sont mieux formés, ça dépend des idées. Moi je pense qu'ils sont aussi bien formés. Par contre, l'investissement en travail est beaucoup plus important. Ça, c'est indéniable. Donc c'est-à-dire des capacités d'apprendre qui sont nécessaires.
Et quand on parle des évolutions, actuellement, alors nous on freine, mais enfin au niveau de la filière infirmière, mais on parle de plus en plus de faire passer par la PACES, donc la première année de médecine. Et si on passe par la première année de médecine, ça sera encore un peu plus dur, quoi. Donc, même si on ne demandera pas à un niveau infirmier d'avoir le même niveau de connaissance que le médecin, ça veut dire quand même que ce sera encore une barrière en plus. Bon, c'est important de préciser que la passerelle n'est pas si simple que ça, il faut quand même travailler beaucoup. Il faut travailler. C'est important de le dire quand même. Ouais, voilà. non. Il faut travailler. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, enfin, si vous arrivez, que vous êtes bénévole, c'est un plus, c'est indéniablement un plus. Ça fait pas tout. Il faut montrer sa motivation, il faut montrer que le projet est construit, parce que ça veut dire, si vous partez sur une étude d'infirmier, c'est 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'il faut savoir que pendant 3 ans, ça va être les études, vous n'allez pas pouvoir travailler ou quasiment pas travailler, qu'il va donc falloir vous financer vos études, financer votre vie. Donc c'est des choses qui se préparent. Et si vous arrivez au concours en disant je suis bénévole, je veux faire infirmier, mais il n'y a rien de construit derrière, eh ben ça passera pas. C'est pour ça que c'est pour ça que tout à l'heure quand vous me dites est-ce que c'est pas tout, quoi. C'est un plus, mais c'est pas tout. Faut montrer que j'ai envie de dire après, faut montrer que le projet est réfléchi, pourquoi vous voulez le faire et que vous l'avez construit. Si vous arrivez avec ça, c'est-à-dire je suis bénévole, j'ai réfléchi mon projet, je sais pourquoi je veux le faire, il est construit, et ça se passera comme ça. Voilà, normalement, oui, c'est dans la poche, quoi. Mais voilà, je crois que c'est ça le truc, c'est que montrer qu'on a réfléchi, qu'on sait sur quoi on part. Sophie Giraudy, il y a un nouveau métier qui fait le pont, la passerelle entre l'urgence et la prévention, c'est le pompier SST, qui est un métier récent. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire en quoi ça consiste ? Alors effectivement, on a eu, depuis plusieurs années, on avait des demandes régulières d'entreprises. Dans le cadre de l'entreprise, il y a aussi une obligation, alors là on a affaire à des entreprises d'une certaine taille, l'obligation d'organiser et de traiter le risque incendie. Et donc, nombre de grandes entreprises disposent de pompiers d'entreprise. Et on avait là une demande forte qui était de dire, mais ce pompier, souvent au départ sapeur-pompier volontaire, qui a suivi un cursus long, il y a au moins 140 heures sur le premier module de secours à personne, on a des heures et des heures de formation, néanmoins, il n'est pas sauveteur secouriste du travail. Et s'il veut être sauveteur secouriste du travail, il est obligé d'aller suivre une nouvelle formation qui dure 12 heures. C'est une formation courte, néanmoins ce sont 12 heures de mobilisation de temps et à financer. Et dans ces 12 heures, il revoit une partie des gestes de secours qu'il a largement acquis dans ses compétences, travaillées et exercées tout au long de son métier ou de son activité de sapeur-pompier. Donc on a, avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, mis en place un module complémentaire qui va être donc intégré donc à la formation des sapeurs-pompiers, qui leur permettra dans leur cursus, qui dure 4 heures, ce module, de s'adosser les compétences. Donc on a réduit, en prenant en considération toute l'expérience qu'avait déjà et la compétence qu'avait déjà un pompier. Et donc, module complémentaire de 4 heures qui lui permettra d'acquérir le petit delta qui lui manquait, à savoir cette partie de la prévention des risques. Et c'est tout récent, ça date de cet été. Ça commence à être déployé par les unions départementales et par les SDIS. Avec des gens qui sont formateurs SST. On reparlera du métier de formateur SST parce que là, c'est un vrai créneau, on en parlera tout à l'heure. C'est donc une manière de donner cette qualification supplémentaire aux pompiers qui, de fait, qualification qui est transférable d'une entreprise à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est important de dire. Quand on est SST, on change d'entreprise et on est toujours SST. Et c'est aujourd'hui un critère d'employabilité intéressant, conséquent. L'employeur reconnaît, il sait ce que c'est, ce que veut dire être SST. Et donc le pompier, au sortir de son cursus, il n'aura pas besoin de retourner dans un organisme de formation pour faire cette formation et aller racheter cette formation ailleurs. De fait, en sortant de son cursus, il sera également SST. Mais alors concrètement, parce que quand on pense à pompier, on pense grande échelle, gros incendie ou grosse urgence. Je suppose que le pompier SST, c'est moins
Il est à disposition de l'entreprise dans des lieux particuliers, hein, notamment les entreprises où on a du risque chimique, du risque d'explosion régulier, mais après en fonction de la taille. Donc effectivement, c'est pas forcément quelqu'un qui est en activité de la même manière. On est sur du contrôle, en fait, de l'encadrement. Voilà, il est sur de l'encadrement, sur de l'organisation, sur du suivi. Et le fait d'être SST, il va en plus intervenir sur les accidents de travail, y compris lorsqu'on n'est pas sur des problématiques d'incendie. Hein. Donc oui, effectivement, ça n'a pas grand-chose à voir ou pas complètement similaire à une activité de pompier. Ce sont des gens qui, en général, continuent leur activité de sapeur-pompier bénévole, volontaire, dans le reste de leur vie lorsqu'ils sortent de l'entreprise. Puisque vous avez le micro, parlons du formateur SST, peut-être en quelques mots. Après, on reviendra sur nos autres invités. Oui, alors là où clairement, compte tenu des éléments évoqués tout à l'heure et de ce besoin dans l'entreprise d'amener cette compétence prévention des risques, hein, ce nouveau métier, ce nouveau besoin qui aujourd'hui se professionnalise, et essentiellement sur de la personne ressource en fait dans l'entreprise, hein, une personne qui soit capable de répondre à cette obligation du salarié désigné compétent par exemple, et d'organiser la prévention des risques dans l'entreprise pour le compte de cette entreprise et pour les salariés. Il y a un gros besoin de formation. Si on veut développer la base, il faut développer les gens qui sont capables d'amener ces compétences dans l'entreprise. Et là, le vecteur, c'est la démultiplication via des métiers de formateurs. Alors, on évoque le formateur SST, mais on a les autres formations à la prévention des risques. On a le module qui s'appelle la formation d'acteur PRAP. La PRAP, c'est la prévention des risques liés à l'activité physique. Hein, qui inclut toute la dimension de comment je me fais pas mal quand je porte, comment je me fais pas mal sur ma situation de travail si j'ai à répéter des mouvements très régulièrement. Voilà. L'acteur PRAP, c'est une activité dans l'entreprise qui se développe et donc on a besoin de formateurs pour former ces personnels. On est dans le cadre de la formation professionnelle continue, donc ça veut dire un employeur qui est un organisme de formation ou une entreprise, puisqu'on a aujourd'hui des entreprises, là il faut une certaine taille, qui choisissent d'avoir leur propre formateur. Dans les entreprises d'une certaine taille, le formateur SST forme ses collègues au SST, recycle ses collègues. La difficulté, et là où l'activité devient pérenne, c'est que ce sont des formations qui sont soumises à recyclage régulier, tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Le salarié doit revenir, donc la grande entreprise choisit, plutôt que de confier à un organisme extérieur, où on a des associations agréées qui travaillent aussi sur ces dispositifs, qui sont habilitées pour le faire par l'INRS. Parfois, au lieu d'aller chercher cette formation ailleurs, on choisit d'avoir son propre formateur. Donc aujourd'hui, on a 29 000 formateurs SST en France, 2 millions de SST. On a 3 000 formateurs PRAP. Et puis, voilà. Et puis toutes les autres. Aujourd'hui, on est en train de développer cette activité-là au niveau de l'INRS. L'activité de l'acteur, donc la nécessité d'avoir des formateurs, voire des formateurs de formateurs, sur des champs où l'accidentologie est très forte. On a développé un produit pour l'aide à la personne, donc, qui donne l'équivalent PRAP et SST, sur donc, un acteur prévention-secours intervenant à domicile, qui commence à décoller. On a un produit spécialisé sur les maisons de retraite. La branche professionnelle de l'aide à la personne, c'est une branche où il y a beaucoup d'accidents de travail, où on se fait très mal quand on est aidant, et à plus forte raison à domicile, parce qu'on y rajoute les trajets, on y rajoute la difficulté d'être travailleur isolé. Donc on est sur l'aide à la personne. On est en train de développer aussi des produits sur le transport routier de marchandises ou de voyageurs. Et donc, voilà, au niveau de l'INRS, on développe ces formations d'acteurs qui vont répondre dans l'entreprise à ses besoins. Et derrière, on a un métier de formateur et de formateur sur les grands nombres. Sur le SST, on a aussi, en France, aujourd'hui, 700 formateurs de formateurs. Et comme l'objectif, c'est de développer la base, le nombre d'acteurs dans les entreprises et de salariés, bien évidemment, il y a une manière très simple d'en former plus, c'est d'avoir plus de formateurs. La formation de formateur SST, en 2 mots, c'est une formation qui dure 56 heures. Le prérequis et le seul prérequis, c'est d'être SST au départ. Là, pour le coup, il faut être SST. Là, il y a ce prérequis-là. Et puis, une petite auto-formation en ligne qui permet de rentrer sur ces formations. Et aujourd'hui, on a 4000 entités en France, organismes de formation qui forment au SST, qui emploient des formateurs. Voilà.
On va faire un petit tour vers la salle. Peut-être que vous avez déjà quelques questions. Oui. 1, 2, 1, 2. Yes. Bonjour, je m'appelle Reynald, je suis bénévole à la Croix-Rouge française d'Aix-en-Provence. Je vous remercie pour cette conférence de qualité. J'avais une question pour vous, madame. Qui supervise l'action des formateurs SST intra-entreprise? Alors, le SST, comme on l'a dit tout à l'heure, il a 2 casquettes. Il porte secours en cas d'accident à son collègue, hein, et il est acteur de prévention. Donc, le formateur SST décline des compétences dans 2 filières. Alors, selon l'entreprise, il est soit rattaché directement à l'organisation des secours, voilà, soit parfois, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi, rattaché à toute l'activité prévention des risques. Donc, animateur de prévention, responsable de prévention, responsable... Alors, les termes diffèrent dans l'entreprise, hein. La personne qui chapeaute toute la partie prévention des risques est très vaste, hein. On parle de responsable QSE, qualité, sécurité, environnement. On parle de responsable HSE, il y a l'hygiène qui vient. Des fois, on a les 4, QHSE. Hein. Donc, bon, là, les termes varient. Donc, parfois, il est intégré à cette équipe-là, parce qu'il a il a un vrai rôle de préventeur, et la casquette est acceptée. Parfois, le cloisonnement est un petit peu plus marqué. C'est-à-dire que le formateur SST, comme les SST, sont là pour porter secours avant tout. Et donc, dans ces cas-là, le formateur SST, en général, est rattaché au service sécurité, à la partie qui est plus sur l'organisation des secours que de la prévention. Donc, les schémas sont très variables selon la table de l'entreprise. Et on a aussi des entreprises où le formateur SST, il est rattaché directement au RH. Hein, c'est de la GPEC, voilà. Et le formateur SST, il œuvre tout seul pour qu'il y ait des SST dans l'entreprise, et il est rattaché directement à une direction ou à un chantier, à une activité, à un responsable de pôle. Voilà. Donc il n'y a pas un schéma. Hein, c'est selon la taille de l'entreprise, selon la dimension dans le SST qui prévaut dans l'entreprise, ce qu'on entend vraiment, ce que l'employeur... Voilà, donc il n'y a pas une réponse unique à cette question. Bonjour, moi aussi je suis secouriste à la Croix-Rouge à Aix-en-Provence. Et tout à l'heure, vous parliez du turnover chez les secouristes. C'est vrai que c'est une question que j'ai posée moi quand je suis rentrée à la Croix-Rouge. On m'a répondu, généralement les gens ils tiennent 3 ans. On m'a dit tenir 3 ans, c'est quand même un mot choisi. Et c'est vrai que les gens ils ont envie de donner. Donc à la Croix-Rouge, il n'y a pas que le secourisme, hein, donc il y a vraiment beaucoup d'actions beaucoup plus humanitaires. Sur le secourisme, on est face à des dispositifs de secours obligatoires, puisque tous les organisateurs d'événements ont obligation de mettre en place des DPS. Donc on est vraiment là dans l'obligation, c'est généralement le week-end, pendant les vacances, etc. Et c'est vrai que le bénévole, il a envie de donner, certes, mais il a un travail, comme vous disiez, qui est la priorité. On n'est pas des philanthropes. Et du coup, le secourisme bénévole arrive en deuxième plan. Mais il y a aussi la vie privée à côté. Et les gens, généralement, sont usés et ils tiennent 3 ans. Et c'est vrai que je pense que les pouvoirs publics ont vraiment une avancée à faire sur la professionnalisation du secourisme, parce que les gens peuvent dédier leur vie à aider les autres et qui n'ont pas forcément envie d'être infirmiers, médecins, etc. Le secourisme peut être un métier. Il y a des gens qui peuvent choisir de travailler tous les week-ends, toutes les vacances scolaires. Enfin, c'est nous, bénévoles, on se lève à 4h du matin pour faire un poste de secours, on rentre chez nous, c'est 20h. Si encore, on n'a pas besoin de nettoyer tout le matériel s'il a fait beau. À Aix-en-Provence, on a de la chance. Et c'est quand même un temps énorme, quoi. Donc, il faut vraiment qu'un jour, ça s'ouvre sur des métiers de professionnalisation de secouristes, si on veut que les gens continuent à s'engager, parce que je pense qu'un bon secouriste l'est pas seulement après sa formation PSE1, PSE2. Il faut faire des postes, il faut faire des interventions, il faut apprendre. Et au bout de 3 ans, je pense qu'on doit... Enfin, moi, ça fait qu'1 an. Je me sens pas encore déjà compétente pour pouvoir passer le PSE2. Donc, je me dis, dans 3 ans, si je tiens plus, justement, ce serait super dommage. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment... Si vous voulez réagir. En ce qui concerne le point soulevé, là, c'est un point qui est plus généralement d'actualité. C'est-à-dire que je pense que
on arrive un peu à la limite d'un schéma. Enfin, en tous les cas, il y a un standard qui était posé sur le secourisme bénévole depuis, on va dire, les années 80-90. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, de par les événements, de par l'évolution de la société, qu'on arrive un peu dans les limites du standard. C'est-à-dire que, évidemment, les gens ont évolué, le bénévolat est beaucoup plus... enfin, il se dissémine différemment dans la société, et les gens, et le point soulevé est important, puisque le bénévolat, ça vient en plus de la vie privée, de la vie professionnelle, etc., et ça se comprend. Après, la demande des pouvoirs publics a augmenté, surtout depuis les attentats, il faut être très clair. C'est-à-dire que là, on pouvait monter un dispositif préventif de secours avec peu de moyens, et rapidement, puisque ça se passe dans un endroit jugé sensible, on va demander de rajouter des effectifs. C'est vrai que la valorisation du bénévolat est aussi un sujet, mais on en parlait tout à l'heure. On arrive là vraiment à une période charnière. C'est-à-dire que cette période charnière, qui est en lien aussi avec l'évolution des métiers dont on a parlé tout à l'heure. Je pense que la problématique, elle est systémique, pardon. Elle n'est pas, c'est vraiment une globalité. C'est un ensemble. C'est pas des problématiques qu'il faut traiter les unes après les autres. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'ensemble. Après, il faut trouver le bon modèle économique, et on en a déjà discuté sur d'autres tables rondes depuis 2 jours, mais c'est vrai que le modèle économique proposé par les agréments de sécurité civile, là aussi, on sent qu'on est un peu à l'étroit, parce que ça n'arrive pas forcément déjà à financer l'ensemble en tous les cas, des investissements faits par les associations. C'est une question. Il n'y a pas vraiment de réponse tout de suite, mais je ne sais pas ce qu'en pense Christian, mais en tout cas, je pense qu'il y a cette problématique d'arriver au bout peut-être d'un standard ou d'un modèle qu'il faudra faire évoluer très rapidement. Sophie Giraudy, vous vouliez répondre, et Christian Vax aussi, allez-y. Ça marche, allez-y. Oui, je suis parfaitement d'accord avec l'ami Testa. Effectivement, on est un peu au bout du système, probablement parce que effectivement, il y a la charge de travail à réaliser par les bénévoles qui est de plus en plus importante en raison des préconisations nationales, enfin de l'État, si vous voulez, et puis de la situation particulière qui est la situation des attentats récents, etc. Au-delà de cela, et c'est un peu la table qui me le fait dire. On a ici le SST, c'est-à-dire l'INRS. On a le ministère du Travail. On a le ministère de la Santé. On a, avec Testa et moi, on a plutôt le ministère de l'Intérieur. Et puis je pourrais rajouter l'Éducation nationale. Il y a un réel besoin d'interministérialité. C'est pas normal que quelqu'un qui a le SST n'ait pas une équivalence PSC1. Enfin, elle existe, cette équivalence-là, mais il faut rajouter des choses, etc. Donc, il y a vraiment une difficulté à faire reconnaître de ministère en ministère les différentes formations. Et on voit bien que l'intérieur se tire la bourre avec la santé, etc. Vous ne le répéterez pas, mais c'est comme ça, quoi. Donc ça, ce serait vraiment quelque chose qui nous ferait faire des progrès considérables dans l'aspect systémique que tu évoquais. Vraiment une interministérialité forte. Juste rajouter qu'en plus, on a la problématique qui a été évoquée rapidement par Thierry Le Guen tout à l'heure, de la FGSU, c'est-à-dire qu'on a cette formation de santé aux gestes qui sauvent, en tous les cas, à la prise en charge rapide d'une urgence, enfin en soins d'urgence, qui existe depuis une dizaine d'années, bien tassé maintenant, et pour lequel il n'existe aucune équivalence. Et nos équipes de bénévoles étaient nourries très longtemps justement de personnel de santé qui venait les renforcer au titre bénévole et en tant que secouriste, ou enfin quelle que soit la qualification. Et c'est vrai qu'on voit aussi ces personnels de santé aller beaucoup plus vers l'action sociale, enfin en tous les cas sur d'autres créneaux que nos associations peuvent proposer, et nourrir un peu moins les équipes secouristes aujourd'hui, même s'il en reste en tous les cas, il y en a quand même un peu moins qu'à l'époque où moi j'ai commencé, fin des années 70, on est très clair. Alors, moi, je veux réagir sur 2 choses. Alors, le dernier point sur cette interministérialité, on est sur en ce qui concerne le SST, une phase où les lignes bougent, où le ministère de l'Intérieur et nous-mêmes, nous sommes
largement rapproché ces dernières années. Je ne rentrerai pas dans le détail du pourquoi, c'est tout le temps multifactoriel ce genre de choses, et où il y a eu un grand bond en avant. Donc effectivement le SST donne l'équivalent PSC1 depuis 2002, ex-AFPS, puis 2007, décret de 2007 quand on est passé sur le PSC1. Par contre, grand bond en avant, et en termes d'employabilité, c'est là aussi un atout considérable, du fait de ce rapprochement de la DGSC et nous-mêmes, d'un décret qui est sorti le 30 mai 2016, donc tout récent, hein, ça a quelques mois, qui donne la possibilité aux formateurs SST d'être formateurs PSC1. Donc ça, effectivement, on est monté d'un cran, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le formateur SST, à condition qu'il exerce dans le cadre d'une association agréée, peut délivrer et dispenser du PSC1. Donc ça, c'est un grand bond en avant. Voilà, le formateur SST, il a un atout de plus, hein, et ça n'a été rendu possible que parce qu'il y a eu, voilà, c'est souvent une affaire d'hommes, qu'il y a eu rapprochement entre les deux entités. Et puis je voulais rebondir sur la remarque de Madame sur cette difficulté et cette surcharge que constitue alors tant le bénévolat, mais également au niveau du SST dans l'entreprise. Le SST, c'est souvent une activité qu'il exerce en plus. Hein, il est d'abord ouvrier, contremaître, et il est ou dans du tertiaire. Et quand il est SST, c'est par conviction, c'est par valeur souvent humaine forte. Hein, bien évidemment, on sait qu'on travaille avec des gens qui ont tout ça, qui portent tout ça en eux et qui ont cette empathie et ce souhait d'aller vers l'autre. Mais parfois, c'est du travail aussi quand on est formateur SST. Alors, je voulais juste faire une remarque pour dire que là encore, les lignes bougent. Et on a très récemment eu dans plusieurs conventions collectives de certaines branches professionnelles sur l'aide à la personne, sur la propreté, valorisation dans la grille de la convention collective, dans la grille des salaires, valorisation, ça veut dire de l'argent en face, hein. Valorisation de cette fonction. Donc c'est pas rien, hein, donc sur ces formations que j'évoque là, le CPS intervenant à domicile, ou le CPS propreté sur la branche de la propreté, où on met derrière cette action qui est, alors là pour le coup pas bénévole, mais qui vient en plus d'une activité courante et d'un horaire et d'une responsabilité chacun à son poste, qui met une valorisation et une reconnaissance derrière cette qualification et ce certificat professionnel. Ah, une autre question. Super. Bonjour Pascal, sapeur-pompier, militaire et volontaire. Une double question pour vous, Sophie, concernant la notion de pompier SST. Donc avec un module de 4 heures certainement mis en œuvre lors d'une formation initiale. Qu'en est-il pour les gens déjà formés, donc qui ne sont plus sujets à la formation initiale? Première question. Et deuxième question, cette formation, vous avez dit, peut être mise en œuvre par les unions départementales, mais peut-elle également être mise en œuvre par les organismes de formation? Alors, déjà, une petite chose, le terme de pompier SST, on n'avait pas révisé avec Loïc avant, c'est celui qu'a employé Loïc. C'est pas une terminologie qui est figée, qui apparaît nulle part, hein. C'est l'idée que le pompier soit également SST. Disons que c'est le raccourci qu'on emploie aujourd'hui. Donc ça, c'est la première remarque. Hein, c'est pas vraiment, il n'y a pas un métier où il n'y a pas une dénomination qui est apportée comme ça. Alors, comment aujourd'hui effectivement c'est mis en place, et donc ça ce sont bien effectivement les UD ou certains SDIS qui sont habilités. Cette formation, ce module complémentaire, il peut aujourd'hui, pour les gens qui sont déjà formés, être mis en place par n'importe quel organisme de formation qui fait du SST, en prenant en considération des compétences. On a parlé tout à l'heure du principe de la formation tout au long de la vie. La loi de 2009 sur la formation professionnelle continue à réaffirmer ce terme-là et cette notion-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des compétences à un moment donné, j'en rajoute d'autres par une formation et j'obtiens un autre diplôme, un autre titre, voilà, et j'en rajoute d'autres un peu après. Cette notion-là, elle est affichée dans la loi de manière forte depuis 2009. Donc, tout organisme de formation peut développer
cette formation-là. Sur des formations, ce principe-là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes sapeur-pompier, vous allez voir un organisme de formation, il dit voilà, j'ai déjà des compétences, voilà mes compétences affichées, et moi je veux devenir SST, donc moi faire 12 heures, je ne comprends pas pourquoi vous me proposez 12 heures, parce que dans le référentiel de compétences SST, j'ai déjà celle-ci, celle-ci et celle-là. L'organisme de formation, après, a le choix de faire ou ne pas faire. Parce que c'est assez compliqué sur des formations courtes. Sur des formations longues, c'est facile. Et c'est mettre en place ce qu'on appelle les allègements de formation. C'est un principe inscrit dans la loi également. L'allègement de formation, c'est ça. C'est au lieu de faire 12 heures, vous allez en faire 10, 11, 12. Et là, c'est à la main de chaque organisme de formation. C'est lui qui va vérifier vos compétences de départ ou pas. Ça peut être sur la présentation d'un diplôme. Il va donc mettre en place ce qu'on appelle un protocole d'allègement pour vérifier les compétences de départ. Et puis, il va vous dire, ben voilà, sur les 12 heures, vous faites ces 5-là, puis vous faites celle-ci et pas le reste. Le seul petit bémol, c'est que néanmoins, vous passez toutes les évaluations, même sur les parties pour lesquelles vous avez déjà les compétences. C'est la seule... la règle du jeu, elle est posée comme ça. Sur des formations courtes de 12 heures, c'est compliqué. Ou alors, l'organisme de formation, ce qu'il peut faire... Et là, c'est vraiment à la main. Nous, on n'a rien à dire. Si c'est bien fait, par contre, si on contrôle, il faut que ce soit bien fait. C'est de faire une session uniquement avec des gens qui ont tous le même profil. Là, ça va être plus simple. Parce que du coup, je vais leur proposer à tous. Voilà. La particularité de ce module de 4 heures, c'est qu'on l'a construit avec la Fédé des pompiers. Donc, voilà, les contenus ont été validés par l'INRS. Donc, ceux-là, ils sont carrés. Après, voilà, qu'est-ce qui peut se faire ailleurs ? Lorsque les organismes de formation sont habilités à faire du SST, comme c'est le cas, puisqu'on démultiplie en 7 ans d'organismes de formation, ils sont sujets à contrôle. Donc voilà, on peut venir voir ce qui... mais c'est une possibilité, effectivement, qui est inscrite dans la loi. Sur le formateur SST, même chose. J'ai déjà des compétences de formateur, je suis formateur autre chose. Je peux revendiquer avoir déjà des compétences, c'est le principe de la formation tout au long de la vie. Alors, s'il y a encore une question, je prends une question. Sinon, on repart sur notre table ronde. Et on reviendra au public de toute façon tout à l'heure dans une petite quinzaine de minutes. Bon, alors, on repart avec vous. Thierry Le Guen, c'est une question pour vous. Hier, j'animais une conférence sur les paramédics. Je pense que ça vous parle. Donc, les paramédics, pour ceux qui ne connaissent pas, sont des ambulanciers. En fait, c'est pas un référentiel, mais une doctrine anglo-saxonne qui permet en fait aux ambulanciers d'étendre leurs prérogatives quand ils prennent en charge de l'urgence et qui leur permet donc de faire des gestes invasifs qui sont normalement dévolus aux infirmiers ou aux médecins. Et donc, on débattait hier sur est-ce que ça peut être l'emploi de demain. Est-ce que les ambulanciers peuvent devenir des paramédics, une sorte de super ambulancier comme ça, avec plein de nouvelles compétences. Et je suppose que vous, en tant qu'infirmier, ça doit vous parler, ça. Ouais. Alors, ça peut. Je ne sais pas ce que nous réserve demain. Mais en tout cas, il y a une grande différence, c'est qu'on n'a pas forcément la même philosophie en France que dans les pays anglo-saxons. C'est qu'en France, pour la plupart des secours, en tout cas pour ce qui concerne le SAMU et certains véhicules de pompiers, c'est on stabilise sur place et on transporte le malade. Et à partir du moment où on stabilise sur place, ça veut dire qu'il faut un médecin. Alors que les anglo-saxons, ils ont une autre méthode, c'est on prend une victime, on la transporte très vite à l'hôpital, et c'est à l'hôpital qu'on fait les premiers gestes. C'est pour ça que quand vous regardez les films urgences et tout ça, ils font des gestes très très beaux aux urgences que vous ne verrez jamais dans les urgences françaises, même je pense pas dans les urgences américaines. Mais parce qu'ils ont une autre philosophie qui est on transporte et on soigne à l'hôpital. Après, ça peut changer. Par contre, ce qu'on voit, alors je ne sais pas si ça bougera ou ça ne bougera pas, c'est l'avenir qui le dira, je n'ai pas la boule de cristal mais on parle beaucoup des déserts médicaux. Et ce qu'on voit, c'est ce qui se tend actuellement, c'est un élargissement de la fonction infirmière comme elle existe au Canada. Au Canada, vous avez des endroits très reculés où seul un hélicoptère peut venir l'hiver. Et c'est l'infirmière qui fait le rôle de médecin. C'est elle qui va voir toutes les personnes, c'est elle qui va les ausculter, c'est elle qui va faire un bilan et qui va dire la personne, je peux la soigner ou pas. Et si je ne peux pas la soigner, un hélicoptère vient la chercher. Et c'est vrai que c'est... Bon, on peut tendre vers ça. On peut tendre vers ça. Il y a des choses qui peuvent laisser présager ça.
Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Hein. Les rôles sont bien définis entre le médecin et l'infirmière. C'est vrai que du coup, hier, ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'ambulanciers se forment au PHTLS, donc qui est le référentiel anglo-saxon. Donc il y a une volonté, on voit une volonté sur le terrain des ambulanciers de se former vers plus de gestes, de techniques préhospitalières. Est-ce que vous le constatez, vous, et est-ce qu'en tant qu'infirmier, vous voyez ça d'un bon œil? Ben oui, parce que on vous prend un peu votre... Ouais. Bah, de toute façon, l'ambulancier, il a une fonction complètement... Enfin, à la base, c'est une personne qui transporte. Il est évident que quand on est dans des situations comme on a vécu fin de l'année dernière ou choses comme ça, même l'infirmier a besoin de soutien. Donc, j'ai envie de dire... que ce soit sur les attentats, que ce soit dans d'autres circonstances. Hein. Mais dès qu'il y a des grandes catastrophes comme ça, des grands incendies, toutes les mains sont les bienvenues. Donc, c'est pas une histoire forcément de diplôme. Mais il y a peut-être des métiers à imaginer, du coup, comme cette fameuse infirmière dont vous parlez, avec des compétences étendues. Peut-être. Mais voilà, il y a des choses il y a des choses qui peuvent le laisser présager. Après, bon, ça veut dire aussi que c'est une infirmière qui rentre sur le terrain des médecins. Voilà, j'étais en train de dire les ambulanciers qui vont prendre le métier des infirmières. Là, c'est les infirmiers qui prennent le métier des médecins. Donc voilà, il y a des luttes entre toutes ces professions et un peu des pré-gardés. Et puis bon, c'est sûr que quand ça avance d'un côté, après ça avance aussi en dessous, quoi. Donc voilà, ça peut changer. Tout ça peut changer. Christian Vax, juste une question sur la VAE encore, parce que c'est un peu votre cheval de bataille. J'ai 40 ans, je suis secouriste bénévole et j'ai envie d'en faire mon métier. Très concrètement, comment je fais? À qui j'appelle? À qui je téléphone? À qui j'écris un mail pour prendre le premier contact et lancer la machine? Peut-être un complément par rapport à ce que vous disiez. Il y a des sapeurs-pompiers, je crois, dans la salle et qui peuvent confirmer que le secours médico-social explose complètement et met en difficulté les effectifs de sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Et on peut imaginer très bien qu'il y ait là également gisement d'emploi, justement pour ce secours médico-social. Alors, si je raconte ça, c'est pour avoir l'air savant, mais j'ai moins l'air savant quand je dois vous dire ce qu'il faut faire concrètement pour accéder à un DU de gestion des risques. Il y a un nouveau site que je vais retrouver là, parce que je l'ai vu hier. Alors, je vous ai pris au piège sans le vouloir. Alors. Non. Bah, écoutez, c'est bien c'est le principe. Hein, il faut bien animer la salle. Hein. Bon, mais il y a un nouveau site que je retrouverai tout à l'heure qui vous donne l'ensemble des formations délivrées par les diverses universités, et notamment sur ces diplômes universitaires gestion des risques avec les prérequis. Donc, la possibilité de valider votre expérience et puis de vous inscrire à ce module. Toutefois, l'idée que nous développons au CNPC n'est pas celle-là, parce que effectivement, n'importe qui a un bac, etc., peut s'inscrire à l'université dans un certain niveau, etc., et valider. Bon, ça c'est d'accord. L'idée que nous essayons de développer, c'est vraiment de construire quelque chose avec l'université pour véritablement avoir une filière spécifique. Hein. Voilà. Alors je vais passer la parole à quelqu'un d'autre, puis je vais rechercher le site pour que vous puissiez le noter. J'avais une question pour... Ça marche? Bah, oui. J'avais une question pour madame. Est-ce que ça vous intéresserait, vous, puisque vous parlez de la pénibilité, de la difficulté que vous avez à concilier vie privée et vie bénévole, est-ce qu'une VAE, ça vous intéresserait, par exemple? Est-ce que vous avez pensé à ça? Attendez, je vais vous redonner le micro. Alors oui, le problème, c'est que le métier de secouriste professionnel n'existe pas. Donc je pourrais faire une VAE si je pouvais... Au sens très large, oui, mais je suppose que si vous choisissez un métier particulier... c'est-à-dire que ça m'obligerait à faire autre chose que ce pourquoi je me suis engagée pour l'instant à la Croix-Rouge. Sauf que quand je parle de pénibilité, c'est certes sur les postes de secours, mais ce qu'il faut savoir dans une organisation associative, donc j'imagine elles fonctionnent à peu près toutes de la même manière, en tout cas chez nous à la Croix-Rouge, notre DLUS, donc le directeur local de l'urgence et du secours,
Il a un boulot énorme, on a un bureau, voilà, ma collègue à côté en fait partie. C'est des heures et des heures de travail dans l'ombre pour mettre en place des postes de secours, faire comment on dit, les reconnaissances, merci, les reconnaissances des terrains, etc. Donc nous, sur Aix-en-Provence, on fait énormément d'événements sportifs, des trails, sur des dispositifs énormes. Le week-end dernier, on a mobilisé 26 personnes toute une journée, plus une équipe la veille pour mettre en place les tentes, etc. Donc c'est quand même énorme, mais il y a surtout tout le travail derrière pour faire tourner l'unité locale. Et on en parlait hier soir tous les trois, la DLUS de Marseille qui a dû faire face à des obligations du ministère sur le dispositif de secours à cause des attentats pendant l'Euro 2016. C'est un travail monstrueux. Et je me suis demandé, je ne connais pas cette personne personnellement, je me suis demandé comment elle avait réussi à allier son travail perso, sa vie perso, et tout ce qu'il a dû falloir mettre en place lors de l'Euro 2016. C'est énorme. Philippe Testa, vous comprenez ce que dit madame sur cette volonté peut-être de pouvoir passer le pas, mais qu'il n'y a rien pour l'accueillir, peut-être en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin d'un modèle, d'un standard, on arrive vraiment à... Il faut qu'on puisse passer le pas d'après. Mais alors, quelle solution on pourrait trouver? D'abord, il y a la problématique économique, c'est-à-dire que si on crée un champ professionnel complémentaire, il va falloir le financer. Pour quel type d'activité? Évidemment, aujourd'hui, il semble que les activités se pérennisent de plus en plus, puisque les sollicitations sont de plus en plus importantes, nombreuses et importantes. Après, c'est tout un secteur qu'il faut mettre en branle, et aujourd'hui, ce secteur est porté principalement par le bénévolat. Donc, il n'y a pas de solution toute prête, toute cuite, tout de suite. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse. On en est conscient, je pense que Christian partage mon avis, on en est conscient. Au CNPC, on y pense et on y travaille aussi. Après, il y a la problématique des fois des lenteurs et de la lourdeur de certains organismes ou administrations. Donc il faut qu'on puisse trouver de toute façon des solutions pour que les gens se sentent le plus à l'aise possible dans l'activité. Aujourd'hui, on entend bien toutes ces limites et tout ce qui nous remonte du terrain. De toute façon, il est clair qu'on l'entend. Et voilà. Et maintenant, trouver des solutions, ça risque pas. Enfin, c'est pas quelque chose de très simple. C'est pas pour tout de suite. Bon, en tout cas, vous y travaillez, c'est déjà ça. On a une question juste ici. Oui, bonjour. J'interviens moi dans plusieurs milieux, dans le milieu du travail, dans le milieu du secourisme bénévole aussi à la Croix-Rouge, et dans le milieu sportif. Pourquoi pas faire entre guillemets des vacations auprès des personnes qui font des postes de secours, comme il y a dans plusieurs domaines? Alors ça permettrait de garder l'engagement des bénévoles par le retour d'une prestation. Ce ne serait pas un emploi, mais ce serait un remerciement de l'ensemble des bénévoles sur des postes de secours. Après, financer cette vacation, mais ça se fait dans le milieu des sapeurs-pompiers. Donc on peut peut-être, par d'autres ministères aussi, trouver ce financement et donc trouver de nouvelles solutions, quoi. Tu veux y aller? Non. Okay. On s'éloigne un petit peu du métier des formations, mais c'est intéressant quand même. On a le problème. Il y a une demande. Tout à fait. Il y a le problème du modèle économique. Les sapeurs-pompiers ont des budgets qui sont alloués par les conseils départementaux, et tout ça est entendu. En ce qui concerne les associations bénévoles, déjà on reçoit aucun subside d'administration. On peut avoir des subventions de temps en temps sur l'investissement matériel, mais il est clair que pour le développement ou la tenue d'activités récurrentes, on ne touche rien. C'est-à-dire que soit les organisateurs d'une manifestation nous rétribuent, etc. Bref. En tous les cas, si on devait prendre des vacations, c'est-à-dire trouver la valeur réelle de la mise à disposition de personnel, il s'en suivrait de toute façon une inflation, une sorte de dumping économique sur le coût des dispositifs qui devrait être absorbé, mais par qui, on ne sait pas. En tous les cas, il est clair qu'aujourd'hui, et je crois que ça, on sera tous d'accord pour le dire, la problématique de la tenue des dispositifs prévisionnels de secours, préventifs de secours, c'est que, en tout cas, enfin moi je le pense, et je suis sûr de ne pas être le seul, en tous les cas, la valeur de ces dispositifs est largement sous-estimée par rapport déjà au matériel et au personnel qu'on met à disposition. Donc clairement, si on devait avoir une frange réellement beaucoup plus fine en termes d'analyse comptable sur ce que ça coûterait, je pense qu'on aurait du mal à le financer.
où on aurait du mal à tenir réellement. Enfin, ça semble compliqué. On y pense. De toute façon, c'est des sujets qui nous intéressent aussi parce qu'il ne faut pas croire qu'on n'y pense pas. Mais clairement, je pense que là, on se heurte à un problème, encore une fois, de modèle économique et ça rejoint l'ensemble de ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on est vraiment à une période charnière. Il va falloir qu'on entre réellement dans le XXIe siècle. Christian Vax. Oui, je partage tout à fait ce que tu dis. J'ajouterais qu'il y a des différences locaux-régionales, si vous voulez. Hein. Quand vous êtes dans un petit département, le mot petit n'est pas péjoratif, hein, c'est le nombre de population, le modèle économique du département. Et quand vous êtes à Paris, c'est pas du tout les mêmes situations financières, c'est donc pas les mêmes prix. Et du point de vue de l'éventuelle indemnisation, je ne parle pas de rémunération des secouristes, eh ben ce serait très compliqué à mettre en œuvre dans des départements plus ruraux, plus pauvres. Mais il y a plus que ça. J'ai 37 ans de recul sur ces sujets, si vous voulez. Et lorsque vous mettez en œuvre je ne peux même pas dire une rémunération, ni une indemnisation, un remerciement du bénévole à l'intérieur des associations, vous créez des concurrences entre bénévoles. Et vous arrivez exactement à l'inverse de ce que vous souhaitez. Donc c'est très très délicat, très fragile. Le bénévolat est une chose. Je crois qu'il faut le conserver, il faut s'en réjouir, il faut le féliciter, il faut essayer de lui permettre de valoriser son bénévolat, mais il ne faut pas toucher au bénévolat qui est au fond l'honneur particulier de nos secouristes. Donc attention à c'est très fragile, très très fragile. Alors, je reviendrai vers la salle dans quelques minutes. Une dernière question en mode tour de table. On va faire un peu de prospective. Si on se retrouve dans 10 ans, quels métiers auront émergé? Quelles nouvelles formations seront venues au jour? Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans 10 ans qui n'existe pas aujourd'hui, qui pourrait être le futur de tous les gens qui sont dans cette salle? Je sais, c'est un peu compliqué comme question, surtout si on n'y a pas réfléchi avant. Mais voilà, il y a le paramédix par exemple. Peut-être que dans 10 ans, tous les ambulanciers seront paramédix et on trouvera ça tout à fait normal. Peut-être que les infirmières auront des compétences étendues. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Christian Vax. Merci de me sauver sur cette question. moi, je vois deux choses. Un, le secours médico-social. Une personne tombe à la maison, une personne âgée tombe à la maison. Je suis médecin généraliste, hein, donc ça donne une petite expérience sur le sujet. On n'a personne pour la ramasser. Donc c'est le 18. Et le 18 n'en peut plus. Oui. N'en peut plus de répondre à ces urgences médico-sociales. Donc là, il y a très certainement une filière dans le médico-social avec des secouristes quand même formés, qui sont capables de faire un bilan, d'apprécier si c'est une chute banale et que la personne doit être mise au lit et c'est tout, ou bien si elle doit être médicalisée, enfin tout au moins vue par un professionnel, etc. Voilà, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui me semble indispensable, c'est les collectivités locales. Les collectivités locales ont besoin de personnes qui mettent en œuvre ce qu'elles écrivent. Lorsque vous êtes dans une commune, vous êtes maire d'une commune, vous devez écrire ce qu'on appelle le DICRIM. Donc c'est le plan d'aide, etc. D'abord l'évaluation des risques et puis aussi le plan d'aide, le plan communal de sauvegarde. Dont beaucoup de mairies d'ailleurs ne sont pas. C'est pas fait depuis très longtemps. C'est pas fait du tout. Enfin, c'est pas fait. C'est loin d'être fait, si vous voulez. Et une fois que c'est écrit, c'est pas quelque chose que vous rangez dans un tiroir et puis c'est fini. Il faut le faire vivre. Et je pense qu'il peut y avoir de l'emploi dans les collectivités locales. Alors c'est peut-être pas un emploi à temps plein. Hein, ça peut être une carte sur 35 heures, peut-être 39 au mois d'avril, on verra. Bon, on ne sait pas. Ça peut être un point important d'emploi dans les collectivités locales. Et puis, je crois, dans l'entreprise aussi, il y a très certainement un travail à faire. Lorsqu'on met l'homme au centre du terrain et non pas le travail, et ben nécessairement, il faut faire quelque chose pour l'homme. Et ça, les secouristes savent faire. Justement, magnifique là, clairement avec tout ce qu'on a dit là, dans l'entreprise, oui, on est à un moment charnière important où, suite à toutes ces prises de conscience et bouleversements, le besoin pour l'avenir de personnes qui prennent en charge et qui soient acteurs. Alors,
on n'est pas obligé d'être responsable dans l'entreprise, acteur de sa propre prévention. Je crois qu'on pourrait aussi ramener ça à la vie de tous les jours citoyenne. Acteur de sa prévention dans l'entreprise, en suivant des formations, en ayant cette culture de la prévention. Là, on est au début de quelque chose. Pour les gens qui pourraient être intéressés, il y a un petit film sur le site de l'INRS qui est prospectif sur que sera le travail dans 40 ans. Hein, et sur l'idée de comment on travaillera dans 40 ans avec de nouveaux risques qui vont émerger, avec de nouvelles organisations du travail. On est sur INRS.fr, enfin sur le site, tout à fait, ou sur la page public. YouTube peut-être. Oui. Alors on a également juste pour que les gens puissent le récupérer chez eux s'ils veulent le voir. Donc là, c'est possible d'aller regarder cette étude-là. Et sur le site de l'INRS, on a beaucoup d'informations là-dessus, mais celle-là en particulier, elle est intéressante. Hein. On est sur une nouvelle mode, de nouvelles organisations, sur l'ubérisation. On est sur le travail est en train de changer. Donc clairement, avec ces deux éléments-là, le changement de l'organisation du travail et puis cette prise de conscience, on a là des métiers nouveaux. Il y a encore beaucoup de monde à convaincre en matière de prévention des risques. Par contre, autant sur le secours, je pense que tout le monde est convaincu du besoin. En matière de prévention des risques, on a une cible où on a du mal à aller et où là, les métiers et les activités ont du mal à rentrer, c'est la petite entreprise. Parce que mobiliser une personne sur cette problématique-là pour le chef d'entreprise, l'artisan, il a bien d'autres priorités et bien d'autres choses à faire, Et envoyer un salarié en formation, ça peut vouloir dire plus de chiffre d'affaires quand on n'en a qu'un. Donc sur cette cible-là, il y a un gros travail à faire de sensibilisation et de valorisation. Par contre, en revanche, des gens qui vont dans cette direction-là. Donc oui, il y a des choses à inventer, ça c'est clair. Et on rentre vraiment dans cette dimension prévention des risques. On rentre vraiment sur une période une porte qui s'ouvre, un début. Bon, c'est positif. Philippe Testa, peut-être, Thierry Le Guen, sur les prospectives. Sur la prospective, de toute façon, il y a des choses qu'on sait. Hein, c'est que les métropoles vont attirer un peu plus de population. On annonce dans les 5 ans à venir plus de 150 000 personnes au moins en périphérie de Paris. Donc ça veut dire qu'il y aura un besoin qui va naître, une réponse qui devra être adaptée. Et donc il va bien falloir qu'à un moment, on puisse sûrement faire bouger les lignes sur un certain nombre de métiers. C'est vrai que l'avènement des paramédics en France, pour tout vous dire, moi j'ai fait ma mémoire d'infirmier dans les années 80 déjà sur ce sujet-là. Donc c'est peut-être une obnubilation, je ne sais pas, un défaut, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, l'idée est là, c'est qu'il y a bien un moment, il va falloir pouvoir répondre à tous ces gens qui vont appeler pour effectivement le médico-social. Je suis assez d'accord avec Christian. Ça aussi, c'est une question qui est non résolue, qui est posée depuis une dizaine d'années et pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Donc il va falloir qu'on fasse évoluer tout ce système. Après, avec toutes les contraintes économiques qu'on connaît aujourd'hui, encore une fois, je suis désolé, je parle beaucoup d'argent, mais c'est vraiment le nerf de la guerre, et trouver les standards ou les schémas opérationnels qui vont permettre réellement au plus grand nombre de pouvoir avoir accès au même type de réponse, quel que soit son endroit, son territoire, etc. Donc je pense que là, encore une fois, on ne va pas être les seuls à réfléchir là-dessus, évidemment. C'est surtout un sujet de la puissance publique, mais clairement, si on peut apporter notre contribution, de par le peu, enfin en tous les cas, le peu d'expertise ou les expertises qu'on a, je pense qu'on sera tous d'accord pour le faire. Mais clairement, en termes de prospective, oui, ce boom sur les métiers, c'est clair. Après, la définition des métiers, les périmètres d'action, ce sera toujours à définir parce que, en tous les cas, même quand on veut réingénérer une profession en France qui est réglementée, par exemple, ça prend toujours beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il y a plein de choses qu'il faut pouvoir débloquer les unes après les autres et c'est souvent long. Donc oui, il va y avoir de l'avenir et dans 10 ans, on parlera peut-être d'autres choses. Mais c'est clair que sur le secours, et que ce soit du secours somatique, psychologique ou juste du secours social ou d'approche sociale, il y a tout à construire ou à remodeler ou à réviser dans peut-être encore moins de 10 ans, je pense. Il y a d'ailleurs un bon exemple, c'est pilote de drone. Il y a 10 ans, personne n'aurait pu dire qu'un nouveau métier serait piloter des drones, que ce soit pour le cinéma, pour la télévision ou pour des situations d'urgence. Oui, mais pilote de drone aussi, maintenant, ça commence à être réglementé de plus en plus. C'est-à-dire que c'est pas exponentiel. C'est-à-dire que la bulle va finir par exploser simplement parce qu'on se
pose des questions de savoir à quoi peuvent servir les drones. Donc effectivement, c'est un métier émergent, mais en rapport en plus avec les nouvelles technologies. Je pense que l'avènement des réseaux sociaux, des applications, on a vu ici même des démonstrations d'applications sur smartphone, sur la problématique du positionnement des défibrillateurs ou de la possibilité peut-être d'aller en premier intervenant commencer un massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours. Toutes ces choses-là, il faut vraiment les intégrer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, lors de l'intervention précédente, je disais que les standards qui nous animent sont hérités d'il y a 20 ans, 30 ans, et qu'il faut maintenant pouvoir arriver à les transformer. Thierry Le Guen peut-être, et puis Sophie Giroudi, si vous avez quelque chose de plus. Oui, alors très certainement que les métiers vont bouger, notamment parce que la population s'accroît et que donc ça fait des demandes différentes. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure, je pense qu'une chose qui serait importante dans l'avenir, c'est qu'il y ait un petit peu qu'il n'y ait plus cette séparation, cette dichotomie entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur, en tout cas pour tout ce qui porte au secours, pour le reste c'est autre chose, mais en tout cas pour tout ce qui porte aux soins, au côté médico-social et secours. Peut-être une chose et ça ne viendra pas, je pense, de nos gouvernements, ça viendra de la population, ça viendra des gens qui sont sur le terrain. Alors peut-être une chose qu'on ait fait un petit peu en partenariat, alors c'est de demander de temps en temps à nos étudiants d'être bénévoles sur certaines actions. Donc, ils interviennent sur le marathon de Paris, ils interviennent sur des choses comme ça. Alors, ils ne sont pas seuls, ils sont encadrés, bien sûr, mais ça renforce les secouristes bénévoles. Et puis, eux, ça leur permet de découvrir un autre monde et ça permet aussi aux deux mondes de se découvrir. Peut-être que ça peut être une solution. Et puis, d'autres choses comme ça, d'autres initiatives du même type. Alors, rapidement, il nous reste 5 minutes et ensuite je passe à la salle. Alors, moi, je voulais juste faire un petit pont entre nous tous, là, intervenant puisqu'on parle d'avenir et des possibilités qui peuvent être ouvertes aux gens, notamment qui sont là aujourd'hui, entre nos activités, nous, intervenant sur cette table ronde, entre le secours et la prévention. Je voulais juste faire une petite remarque. Si on est déjà dans le secours, on est bénévole et on œuvre déjà sur ces activités-là, le pont et le passage à la prévention, et sur l'idée, voilà, on a évoqué cet essor des métiers ou des activités prévention dans l'entreprise qui commence à prendre. Le pont est très simple à passer. Vous êtes particulièrement sensibilisé de par vos actions de secouriste au mal que fait l'accident et aux souffrances et donc à la prise en compte de ces personnes qui sont victimes d'accidents. Le passage à la prévention, pour nous, ces gens-là, et sur l'idée de développer ces compétences sur le champ de la prévention, c'est un terrain qui est facile et voilà. Il y a un potentiel là de développement de compétences qui vous parle. Donc, pourquoi pas, puisque vous êtes par ailleurs salariés dans l'entreprise, faire ce pas-là et aller sur ces formations-là, parce que quand on est dans le secours, on a bien plus que n'importe qui d'autre, encore plus conscience de l'importance de cette prévention et d'éviter que cet accident il arrive. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Claire, je suis à la fois secouriste à la Croix-Rouge, j'ai été sapeur-pompier volontaire et aujourd'hui je suis ambulancière en plus. Et vous parliez de dichotomie en fait entre les différents métiers, le fait que les infirmiers connaissent pas forcément la fonction de bénévole secouriste. Et du coup, je voulais rajouter un truc par rapport à la formation PSE, PSE1, PSE2 et surtout les formations continues, puisqu'il s'avère que quand on est PSE2, par exemple chez les pompiers, on est obligé de repasser une formation continue dans chaque organisme auquel on appartient, c'est-à-dire une formation continue à la Croix-Rouge et une formation continue chez les pompiers. Et du coup, je pense qu'il y a un problème aussi là-dessus sur la reconnaissance et les passerelles entre les différents secteurs. Donc voilà. Et après, quand on veut rentrer ambulancier, c'est pareil, on est obligé de refaire toute la formation puisqu'il n'y a pas du tout d'équivalence pour le coup entre chaque. On est tout à fait d'accord. J'ai eu un collègue l'année dernière qui était cadre formateur PSE2, et qui a été obligé de repasser toute la GSU depuis le début jusqu'à formateur, parce que lui, c'était pour être formateur à GSU. Donc voilà, donc on est tout à fait d'accord. Dernière question rapidement, parce qu'on va devoir laisser la salle, il y a une conférence juste après. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt un une témoignage. Intervention, un commentaire. Philippe Vautrin, donc je suis moi maintenant, je dirige un organisme de formation, je fais de la formation SST et puis d'autres choses. Je reviens 37 ans en arrière où j'étais tout jeune secouriste,
effectivement en association, après ensuite ambulancier, etc. etc. Je retrouve encore aujourd'hui des difficultés qu'a confirmé Madame tout à l'heure, à savoir ce qui, à mon sens, manque, c'est qu'il y a des tas de dispositifs qui existent aujourd'hui pour favoriser l'emploi, etc., que ce soit la garantie jeune, etc., et c'est très très bien. Mais pourquoi effectivement il n'y a pas une mise en place d'une valorisation, d'une comptabilité en quelque sorte de toutes ces années passées que moi-même j'ai suivies. Et effectivement, quand il fallait que je fasse des nouvelles formations pour progresser, il fallait que je les paye, il fallait que je les finance. Et en étant bénévole, effectivement, c'est d'autant plus difficile de les financer parce que bénévole, on donne de son temps, on donne de sa passion. Tous les gens sont des passionnés ici, effectivement. Mais malheureusement, je pense qu'il manque un petit peu cette prise en charge de cette valorisation qui puisse aller sur ce continuum et continuer et éventuellement progresser. Ça regroupe un petit peu aussi, depuis quelques années, effectivement, je m'aperçois que c'est un vœu pieux de mettre en place cette, comment dire, qui est ce lien, pas de, comment dire, de frontières un petit peu entre le monde du travail, entre le monde du bénévole, entre le monde effectivement de l'éducation nationale, entre le monde des associations, etc. Et c'est bien là, à mon sens, la difficulté. Pour revenir aussi sur les nouveaux métiers, je pense, c'est ce qui m'a amené moi à faire de la formation, c'est qu'effectivement, comme pas mal de secouristes actifs, j'ai eu ma dose de ce que j'ai vu et je me suis dit, maintenant j'en ai déjà vu pas mal, j'ai envie de faire passer un message, de dire aux gens, c'est quand même mieux d'intervenir avant que l'accident se produise plutôt qu'après. Mais je pense qu'aussi l'avenir, c'est dans les 10 ans qui viennent, c'est dans les écoles, faire beaucoup plus de formation, apprendre à porter secours, le programme existe, etc. Initiation premier secours avait vu le jour bien avant, etc. Et c'est de booster un petit peu ça pour qu'on ait en France cette culture de la prévention et qui amène à tous ces métiers, effectivement, de demain. Voilà. C'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup. On peut applaudir nos invités de ce matin. Tout de suite, il y a un point scientifique et à 14h surtout, restez bien avec nous puisque nous parlerons de l'adrénaline et de la façon dont elle agit dans chacun de vous sur le terrain et comment bien la gérer. Voilà. Merci à tous d'avoir été là.